Pendant près de 10 ans, les États-Unis ont cherché sans relâche un homme, Oussama Ben Laden, le cerveau terroriste derrière les attaques du 11 septembre qui ont tué près de 3000 Américains et déclenché une guerre qui fait toujours rage aujourd'hui, le 2 mai 2011. Bien que les États-Unis aient renversé les talibans, le gouvernement qui hébergeait Oussama Ben Laden lors des attaques n'a jamais pu le capturer ou le tuer. Cela allait changer. La CIA cherchait la base secrète de Ben Laden depuis des années sans succès. Il avait réussi à s'échapper de l'Afghanistan, occupé par les Américains, pour se rendre au Pakistan. Dans les montagnes rurales du Pakistan, avec une faible surveillance gouvernementale, il était facile pour lui de rester discret. Le gouvernement a cherché des pistes pendant des années, mais ils ont finalement eu leur chance en 2010, lorsque leurs pistes les ont conduits à un complexe à Abbottabad. Ils ont commencé à surveiller le complexe et à planifier la meilleure façon d'y pénétrer. Ce qui a suivi a été l'une des opérations de renseignement les plus délicates de l'histoire américaine. Le complexe était bien gardé et en territoire ennemi. Les États-Unis ont largement sollicité l'aide locale pour collecter des informations, espionnant un bâtiment de 3 étages pendant plusieurs mois. Ils ont appris chaque détail sur le bâtiment, mais il manquait encore beaucoup d'informations. Le célèbre chef terroriste était extrêmement discret. Il était si discret qu'ils n'ont jamais pu capturer une image de lui entrant ou sortant du bâtiment. Donc tout était encore circonstanciel. Mais après une période prolongée, ils ont pu conclure que c'était là où se trouvait Oussama Ben Laden. Il était temps d'agir. Le 29 avril, le président Obama a été informé des détails de l'opération. Nombreux dans son équipe de sécurité étaient sceptiques sur l'opération. En fin de compte, si les choses tournaient à mal, les meilleures troupes américaines pourraient être tuées ou piégées derrière les lignes ennemies. Cela entraînerait non seulement une perte de vie catastrophique, mais cela pourrait aussi risquer de dévoiler de nombreux secrets majeurs des États-Unis si des interrogatoires forçaient la révélation d'informations classifiées. Et avec les doutes que Ben Laden était vraiment dans le complexe, beaucoup ne pensaient pas que cela en valait le risque. Finalement, le président était pour et il a donné son accord à l'opération qui deviendrait l'opération Neptune Spear. Et les personnes qui l'amèneraient seraient les meilleures parmi les meilleurs. Rencontrer l'équipe SEAL 6, un escadron d'élite des Navy SEAL hautement entraîné. Il relève directement du commandement des opérations spéciales conjointes, effectuant certaines des missions les plus secrètes du gouvernement américain. Cela comprend le sauvetage d'otages, l'espionnage spécial, le contre-terrorisme, le ciblage des infrastructures ennemies et l'action directe contre les ennemis mortels des États-Unis, tels que Oussama Ben Laden. Ils sont informés de la mission, classifiée comme capture ou élimination. Officiellement, les États-Unis ont la politique de ne jamais tuer un ennemi qui s'est déjà rendu, mais personne impliqué dans la mission n'avait l'illusion que Oussama Ben Laden se rendrait. Pour réussir, ils ont dû adopter des stratégies risquées. La planification se déroulait depuis près d'un an, depuis l'arrivée des premiers rapports de renseignement, avec plusieurs stratégies envisagées. Une opération conjointe avec l'armée pakistanaise aurait été plus simple, mais les relations avec le gouvernement pakistanais étaient tendues et les États-Unis craignaient pour la vie d'Oussama Ben Laden. Les États-Unis ont également envisagé de frapper le complexe avec des bombardiers furtifs qui pourraient atomiser Ben Laden. Mais il n'y aurait aucun moyen de vérifier s'il était déjà mort. Et le rusé leader terroriste avait réussi à échapper aux opérations américaines auparavant. Le gouvernement a donc décidé de revenir aux méthodes traditionnelles. L'équipe SEAL 6 serait acheminée par des hélicoptères Black Hawk modifiés pour être silencieux et échapper aux radars ennemis. L'armée pakistanaise, formée et équipée par des conseillers américains, avait des capacités inférieures. Elles étaient identifiées et les États-Unis étaient sûrs de pouvoir les éviter. L'objectif était d'arriver au complexe sans être détecté ou défié par les forces pakistanaises. Et une fois la cible abattue, ils pourraient battre en retraite rapidement. Le 1er mai à 13h22, le secrétaire à la Défense Leon Panetta a reçu un message du président et a ordonné à l'amiral William McRaven de poursuivre l'opération. Dans les 2 heures suivantes, le président Obama et son équipe de sécurité ont suivi l'opération en temps réel dans la salle de crise grâce aux images de vision nocturne transmises depuis le sol. Un drone avait déjà été déployé par l'armée américaine. Les 24 Navy SEALs affectés à cette mission seraient temporairement sous la juridiction de la CIA, évitant ainsi la classification de l'opération comme un acte de guerre militaire. Ces minutes allaient être parmi les plus critiques de l'histoire moderne des États-Unis. Et pour les hommes sur le terrain, chaque minute comptait. Malgré le fait que seule une vingtaine de SEAL infiltreraient le complexe, 79 commandos et un chien ont participé à l'action. Le Malinois belge, Cairo, était présent pour signaler aux SEAL toute activité soudaine, comme l'approche de l'armée pakistanaise ou toute tentative d'évasion. L'équipe principale était appuyée par un dresseur de chiens, des interprètes, des pilotes, des agents de renseignement et des techniciens, rendant tout cela possible. Mais le succès ou l'échec de la mission dépendrait des hommes pénétrant dans le complexe, et un faux pas pourrait signifier la catastrophe. À environ 3h30 du matin, 2 hélicoptères ont atterri à Abbottabad. Les autres sont restés à proximité et prêts en cas de besoin. Ces 2 hélicoptères allaient accomplir la mission principale.
Les hélicoptères Black Hawk furtifs survolaient à basse altitude le complexe. Le premier a préparé des cordes pour descendre son équipe, tandis que l'autre s'est dirigé discrètement vers le coin nord-est pour déposer son interprète, son chien, son dresseur et 4 SEALs. Si tout va bien, ils allaient bientôt être sur le terrain du complexe. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Malgré l'absence de détection et de tirs hostiles envers les hélicoptères, Mère Nature avait son mot à dire. Le premier hélicoptère a volé dans un état de vortex annulaire, un phénomène aérien dû à des températures plus élevées, créant un tourbillon d'air. La mauvaise diffusion de la pression de l'air du rotor a déséquilibré l'hélicoptère, le faisant frôler l'arrière du mur de l'enceinte. Le rotor de queue a subi de graves dommages, entraînant le renversement de l'hélicoptère. Le pilote a dirigé l'hélicoptère au sol en évitant un crash total, permettant aux SEALs et à l'équipage de s'échapper indemnes d'un atterrissage brutal. La question restait, leur mission secrète avait-elle été compromise? La réponse paraissait négative, aucun signe d'attaque provenant du complexe n'était visible. Les SEALs ont survécu à un atterrissage forcé tout en restant indétectables. L'hélicoptère était appuyé contre les murs du complexe, tandis que l'autre a atterri sûrement à l'extérieur. L'équipe entière escaladait les murs. La prochaine étape était l'infiltration du complexe, réalisée par l'équipe d'explosifs des SEALs. Ils devaient entrer vite et surprendre les personnes à l'intérieur. La préparation extérieure était cruciale, mais à l'intérieur, chaque seconde serait vitale. 10 ans de recherche se résumaient à cela. 3h33. Pour passer la sécurité, les SEALs ont utilisé des explosifs portables pour faire sauter les portes. De la maison d'hôte du complexe, une par une, ils ont infiltré le complexe et ont grimpé rapidement les escaliers. La première pièce du premier étage abritait 2 hommes, mais aucun n'était Oussama Ben Laden. Ils ont été arrêtés, mais ils n'étaient pas la cible. Ce qui était plus alarmant, chaque étage semblait abriter des groupes d'enfants. Ce n'était pas seulement un complexe terroriste, c'était aussi une maison où les terroristes mettaient leurs familles à l'abri. Avec chaque étage gravi par les SEALs, le danger s'accroissait. 3h35, que s'est-il passé après? Les avis sur le sujet varient. Ayant atteint le 2e étage, ils ont rencontré plus de résistance. C'est ici qu'ils ont trouvé le coursier de Ben Laden, Abu Ahmed al-Kuwaiti. Le SEAL Mark Owen écrirait un livre controversé sur l'échange de tirs. Il a déclaré qu'al-Kuwaiti était armé et avait tiré sur les SEALs. Un SEAL blessé a riposté et tué le coursier maléfique. Toutefois, des sources d'information ont indiqué que les SEALs ont surpris l'homme en coupant l'électricité de sa résidence et l'ont éliminé sans riposte. Il était évident qu'ils n'avaient pas encore rencontré l'homme en question. 3h37. Les SEALs avancèrent dans la maison avec une résistance croissante. Ils avaient rencontré le coursier, son frère, sa femme, et tous les ennemis avaient été tués ou capturés. En montant l'escalier, ils ont croisé un autre adversaire. Celui-ci a apporté une étincelle d'espoir. Après la mort du soldat d'Al-Qaïda, les SEALs ont confirmé qu'il s'agissait d'un fils d'Oussama Ben Laden, l'un des nombreux descendants du terroriste ayant suivi son chemin. Et s'il était là, il y avait de bonnes chances que son père se soit pas loin. 3h39. Il ne restait plus qu'un étage à franchir, le 3e, et les SEALs se préparaient à une autre déception. C'était indéniablement un complexe de haut niveau d'Al-Qaïda, mais Ben Laden, connu pour être toujours en avance sur ses poursuivants, pourrait être bien loin à présent. En franchissant le 3e étage, il est devenu clair que cette fois-ci était différente. Oussama Ben Laden, apparemment non armé et vêtu de sa tunique ample habituelle, vue dans ses vidéos de propagande, se trouvait dans la pièce principale du 3e étage. Les SEALs l'ont aperçu pour la première fois quand il a montré sa tête hors de la chambre. Saisissant l'opportunité, ils ont donc immédiatement ouvert le feu, le blessant. Néanmoins, il s'est replié dans la chambre, poursuivi par les SEALs. La pièce contenait plusieurs parentes féminines de Ben Laden, y compris ses épouses. L'une d'elles s'est approchée, chargeant vers les SEALs. Ils l'ont donc blessé par balle, capturé et ont poursuivi leur avancée vers le chef terroriste. Oussama Ben Laden n'avait pas d'échappatoire et les soldats d'élite américains étaient devant sa porte. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les rapports varient. Matt Bissonnette, l'un des SEALs présents, affirme que Ben Laden a été mortellement blessé par le premier coup des SEALs alors qu'ils approchaient. Ses épouses tentèrent de le protéger, les SEALs ont dû intervenir, suspectant l'une d'elles d'avoir un explosif. Une fois dépassés, ils ont trouvé Ben Laden au sol, gravement blessé. Ils ont tiré et neutralisé définitivement le chef terroriste alors qu'il tentait de s'échapper. Mais un autre SEAL avait une histoire très différente. Robert G. O'Neill, l'un des premiers SEALs à s'identifier comme membre de la mission, avait un souvenir très dramatique des événements. Selon le récit, Oussama Ben Laden aurait été blessé mais pas neutralisé. En fait, il était assez fort pour attraper l'une des femmes dans la pièce et se cacher derrière elle, l'utilisant comme un bouclier humain. Alors que Ben Laden poussait la malheureuse femme vers les SEALs, O'Neill a vite tiré 2 balles dans le front de Ben Laden, le tuant. Quel rapport était le plus précis? Le rapport de la marine soutient la reconstitution de Bissonnette.
Et c'est ainsi que l'un des ennemis les plus notoires des États-Unis n'était plus. L'équipe SEAL a confirmé par radio, pays oubliés, Geronimo, 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 que l'ennemi avait été abattu. L'opération entière, de l'atterrissage à l'élimination d'Oussama Ben Laden, a pris moins de 15 minutes. C'est l'une des missions les plus efficaces de l'histoire militaire américaine, réalisée sans aucun décès ni blessure grave parmi les Navy SEAL. Depuis la salle de crise, le président Obama a prononcé les mots tant attendus par l'équipe de la Maison-Blanche. Nous l'avons eu. La mission n'était pas finie. 3h55, l'équipe SEAL a rapidement sécurisé et déplacé le corps de Ben Laden. Ils allaient bientôt sortir, mais il restait encore beaucoup de ménage à faire. Le complexe pourrait fournir des renseignements vitaux. Ils ont donc soigneusement fouillé la pièce et les alentours. Ils ont trouvé 2 armes dans la pièce, un fusil d'assaut et un pistolet, mais l'équipe efficace avait réussi à neutraliser Ben Laden avant qu'il ne puisse les atteindre. Non chargée, elle signalait que le chef d'Al-Qaïda ne prévoyait pas un échange de tirs. Mais que faire des autres résidents? La majorité ayant affronté les Américains armés étaient morts, mais le complexe regorgeait de civils. Les États-Unis n'avaient pas l'intention d'arrêter toutes les femmes et enfants trouvés, donc ils les ont maîtrisés pacifiquement et ont assuré leur sécurité. Les États-Unis ont maîtrisé sans violence les femmes et les enfants trouvés dans un complexe, puis les ont remis aux forces pakistanaises. La majorité n'a pas résisté, à l'exception de la femme blessée de Ben Laden, Amal Ahmed Abdul Fattah. Elle a insulté les SEALs en arabe durant la mission de nettoyage. La femme yéménite semblait être une fervente partisane de la mission de son mari décédé. Comme la majorité des individus là-bas, elle a finalement été renvoyée du Pakistan vers son pays d'origine au Moyen-Orient. Il était désormais temps de s'échapper. 4h05. Le corps de Ben Laden et tous les éléments de preuve essentiels ont été sécurisés et le premier hélicoptère a été préparé pour décoller. Comme lors de l'atterrissage, le décollage a été effectué à basse altitude pour éviter la détection. Aux États-Unis, les SEALs étaient considérés comme des héros, mais leur mission non autorisée aurait probablement déplu aux forces pakistanaises en cas de capture. Mais, comme la première fois, l'équipe SEAL 6 a réussi une évasion parfaite du complexe. Mais il restait encore une chose à régler. 4h08. L'hélicoptère Black Hawk endommagé qui s'est écrasé dans le complexe ne pourrait pas décoller et les forces pakistanaises seraient là sous peu. L'hélicoptère, non standard et équipé de fonctionnalités furtives, contenait des informations cruciales sur les capacités militaires américaines. Avant de partir, les troupes ont utilisé les mêmes explosifs portables pour détruire leur hélicoptère tombé. En quelques minutes, un hélicoptère de secours est arrivé pour récupérer les SEALs restants et les emmener rejoindre le premier hélicoptère. La mission était accomplie, il était temps de faire un long trajet. 4h53, le retour. Le retour a duré plus d'1h30, soit plus de 3 fois la durée de la mission qui a tué Oussama Ben Laden. Mais après la fin de leur mission, ils devaient retourner en Afghanistan sous contrôle américain, où les États-Unis luttaient depuis les jours suivant les attentats du 11 septembre. Bien que les Pakistanais ne tireraient probablement pas sur un hélicoptère américain détecté, une évasion discrète était préférable. Les troupes américaines ont utilisé la désinformation. Alors que les diverses explosions ont attiré des foules avant le décollage, un officier militaire américain, parlant ourdou, a prétendu qu'il s'agissait d'une opération pakistanaise menée dans le complexe et a demandé de garder leur distance. Les Américains ont atterri sans encombre à Bagram avec le corps d'Oussama Ben Laden. Il était temps de gérer les conséquences. 7h01. De retour à la Maison-Blanche, la célébration était tempérée par une question. Était-ce vraiment lui? Ben Laden, connu pour utiliser des sosies, a souvent été faussement déclaré mort, avant de découvrir que c'était une ruse. Tous attendaient anxieusement les résultats des examens préliminaires du cadavre. Plus d'1 heure après l'arrivée des SEALs en Afghanistan, un rapport confirmait que le célèbre hors-la-loi était mort. Cette fois, les États-Unis avaient capturé leur cible. L'information était prête à être révélée au public américain. Le soir du 1er mai, des rumeurs circulaient, selon lesquelles le président allait faire une allocution télévisée. Habituellement, Barack Obama prononçait ses discours en soirée, aux heures de grande écoute, perturbant souvent ceux qui voulaient regarder leurs émissions télévisées favorites. Ce discours inattendu était différent, et les observateurs politiques ont attendu jusqu'à ce que le président monte sur le podium à moins d'une demi-heure de minuit. Et dès que le président a commencé à parler, les gens savaient que c'était important. 11h35. Ce soir, je peux annoncer au peuple américain et au monde que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda et un terroriste responsable du meurtre de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. Le président a rendu hommage aux victimes des attaques terroristes de Ben Laden, suscitant des célébrations spontanées à travers le pays. Près de 10 ans après les attentats du 11 septembre, de nombreux Américains craignaient une nouvelle attaque. La nouvelle s'est répandue et a provoqué la joie des fans présents lors des matchs sportifs. Les démocrates fêtèrent le plus grand succès en politique étrangère d'Obama,
tandis que les républicains marquaient la fin d'un adversaire, incertain de se présenter contre lui l'année suivante. Et il ne restait plus qu'une chose à faire. 12h59. C'était un peu plus d'une heure après le discours du président Obama, et les troupes avaient encore une importante affaire à régler. Que faire du corps de Oussama Ben Laden? Le chef terroriste avait été soumis à un test et à un examen approfondi, confirmant ainsi son identité. Toute information vitale avait été vérifiée, le corps n'avait plus de secret. Il restait seulement à se débarrasser du corps, mais avec un problème. Personne ne le voulait. Ben Laden était recherché mondialement, y compris dans les pays où il avait trouvé refuge, le Pakistan et l'Afghanistan, qui le considéraient comme un hors-la-loi. Aucun pays ne voudrait lui donner une tombe, car ce serait une cible massive pour l'activité radicale. Personne ne souhaite avoir un pèlerinage d'Al-Qaïda dans son pays chaque année. Pourquoi ne pas simplement incinérer son corps et en finir? La crémation était interdite par l'islam. Autant le leader était détesté, le gouvernement souhaitait tout de même respecter sa foi. Inutile de provoquer davantage ses partisans, leur leader venant d'être éliminé. Heureusement, une alternative existait. Le corps de Ben Laden, transporté sur le Carl Vinson, a nécessité l'autorisation de l'Arabie Saoudite pour son élimination, demandée par le gouvernement américain. Après tout, il était citoyen saoudien, et les Saoudiens étaient des alliés importants du gouvernement américain à l'époque. La réponse saoudienne était « Peu importe ce que vous faites de lui, ne nous impliquez pas ». L'approbation du plan d'inhumation en mer d'Oussama Ben Laden, en respectant les rites musulmans, a été accordée. Une brève lecture de déclarations religieuses en arabe a eu lieu. Ensuite, le corps a été enveloppé d'un linceul blanc, placé dans un sac avec des centaines de chaînes en fer et déposé sur une planche en bois. Avec la planche inclinée, le corps de Ben Laden a été glissé en mer, garantissant ainsi que le chef terroriste n'aurait pas de tombe accessible aux fidèles ou aux ennemis. Maintenant que l'opération était finie, il fallait juste nettoyer. Vers 3 heures du matin, heure locale au Pakistan, le chef de l'armée a été informé par téléphone d'une opération à leurs frontières. Le président du comité des chefs d'état-major a partagé les détails et a probablement apaisé quelques mots de colère. Malgré un débat bref sur l'implication des forces pakistanaises, le gouvernement l'a nié. Les rapports ont indiqué que les avions pakistanais ne sont arrivés sur les lieux qu'après le retrait des forces américaines. Cependant, ce n'est pas là que les conséquences se sont arrêtées. Le raid qui a tué Oussama Ben Laden s'est déroulé en moins d'une heure. Mais ce qui a suivi s'étalera sur des années. La controverse s'est centrée sur la légalité du raid sur un sol étranger. Bien que les lois adoptées après le 11 septembre aient donné aux États-Unis une grande latitude pour éliminer les menaces à l'étranger, le Pakistan n'était pas satisfait que les États-Unis opèrent sur leur sol. Et ces derniers voulaient maintenant en savoir plus sur le réseau de soutien de Ben Laden au Pakistan. Ni l'un ni l'autre n'ont obtenu beaucoup de réponses. Des théories du complot persistaient selon lesquelles Ben Laden était vivant. La publication de photos par le gouvernement américain montrant le corps du leader a rapidement mis fin à ces rumeurs. Et il y avait un acte inévitable de plus. Une fois l'opération partiellement déclassifiée, divers membres de l'équipe ont commencé à publier leurs mémoires. Certains variaient dans les détails, et la plupart faisaient du rédacteur du livre le héros. Naturellement, Hollywood s'est rapidement manifesté. Seulement 1 an et demi après la mort d'Oussama Ben Laden, le film Zero Dark Thirty a été publié. Et son choix pour le héros était une analyste de renseignements fictive jouée par Jessica Chastain. Parce que cela ne serait pas un moment clé de l'histoire, sans que Hollywood y mette sa propre interprétation. Vous voulez en savoir plus sur cette célèbre chasse à l'homme? Consultez les découvertes étranges des Navy Seals dans le complexe d'Oussama Ben Laden ou visionnez cette vidéo.